Et si la prochaine guerre en Europe ne ressemblait à aucune de celles que vous imaginez? Pas de ligne de front figée, pas de tanks visibles à l'horizon, mais des essaims de drones pilotés par intelligence artificielle, capables de frapper en silence, à grande échelle et à moindre coût. C'est exactement ce que révèle aujourd'hui un expert militaire dans un entretien explosif. Selon lui, l'Europe pourrait faire face à un conflit direct avec la Russie d'ici 5 ans. Et le pire, c'est que nos armées ne sont pas prêtes. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui marque une rupture profonde avec tout ce que les armées occidentales ont appris depuis des décennies. On a longtemps pensé la guerre autour de la supériorité technologique lourde, avions de chasse ultra sophistiqués, chars modernes, systèmes de défense extrêmement coûteux, une logique où chaque équipement vaut des millions, voire des milliards. Mais la leçon iranienne, renforcée par ce qu'on observe en Ukraine, vient casser ce modèle. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur une idée simple mais redoutable: remplacer la qualité par la quantité intelligente. Concrètement, au lieu d'envoyer un missile à plusieurs millions d'euros, on envoie des dizaines, voire des centaines de drones qui coûtent parfois quelques milliers seulement. Individuellement, ils sont moins performants, mais collectivement, ils deviennent presque impossibles à arrêter. On parle ici de saturation. Les défenses classiques, conçues pour intercepter quelques menaces sophistiquées, se retrouvent débordées face à des essaims coordonnés. Même les systèmes les plus avancés finissent par céder sous le nombre. Et ce n'est que la première couche. La vraie révolution, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. Ces drones ne sont plus seulement pilotés à distance. Ils peuvent analyser un terrain, adapter leur trajectoire, identifier des cibles et parfois même coopérer entre eux. On entre dans une logique de guerre semi-autonome, où la vitesse de décision dépasse les capacités humaines. Autre élément clé, l'accessibilité. Ces technologies ne sont plus réservées aux grandes puissances militaires. Elles se diffusent rapidement. Elles se produisent en masse. Elles s'exportent. Résultat, des acteurs plus faibles, sur le papier, peuvent désormais rivaliser, perturber, voire surprendre des armées beaucoup plus puissantes. C'est un renversement stratégique total. Et pendant ce temps, en Europe, une partie des doctrines reste figée sur des schémas anciens. Des armées peu nombreuses, très équipées, mais pas forcément adaptées à des conflits d'usure technologique où la masse et la résilience deviennent décisives. C'est ça, au fond, la leçon iranienne. Une guerre où l'innovation rapide, la production à grande échelle et l'intelligence distribuée prennent le dessus sur la puissance brute. Et si ce virage n'est pas pris à temps, le risque est simple: se retrouver avec une armée conçue pour gagner la guerre d'hier, dans un monde où celle de demain a déjà commencé. Ce qui était encore, il y a quelques années, considéré comme un scénario extrême, est en train de glisser vers quelque chose de beaucoup plus concret. Quand on parle aujourd'hui d'un possible conflit de haute intensité en Europe, on ne parle plus d'un exercice théorique, on parle d'une trajectoire. Pourquoi cette bascule? D'abord, parce que la guerre en Ukraine a déjà changé la donne. Elle a remis face à face, indirectement mais durablement, la Russie et les pays de l'OTAN. On est entré dans une logique d'affrontement prolongé avec une montée en puissance progressive des moyens, des budgets et des capacités militaires. Ensuite, il y a un phénomène d'accumulation. Les tensions ne sont plus isolées, elles s'additionnent. À l'est de l'Europe, la pression militaire reste constante. Dans d'autres régions, des puissances comme l'Iran ou la Corée du Nord développent leurs capacités, testent de nouvelles technologies et participent à un climat global de confrontation. Ce qui change fondamentalement, c'est la nature du système international. Pendant la guerre froide, tout reposait sur un équilibre relativement stable entre deux blocs. Aujourd'hui, cet équilibre a disparu. On est dans un monde fragmenté, multipolaire, où plusieurs acteurs peuvent initier, influencer ou amplifier une crise. Et dans ce type de configuration, les risques de dérapage sont beaucoup plus élevés. Un incident mal interprété, une escalade mal contrôlée, une démonstration de force qui dépasse son objectif initial, et très vite, on peut passer d'une tension régionale à un affrontement beaucoup plus large. Autre élément souvent sous-estimé, la vitesse. Les technologies actuelles, notamment les drones, les cyberattaques ou les systèmes automatisés, compressent les délais de réaction. Les décisions doivent se prendre en minutes, parfois en secondes, ce qui réduit considérablement les marges de désescalade.
Et c'est là que réside le danger principal. Ce n'est pas forcément une volonté immédiate de déclencher une guerre totale. C'est la possibilité qu'un enchaînement d'événements, dans un contexte déjà tendu, rende le conflit presque inévitable. Dans ce cadre, l'horizon de 5 ans évoqué par l'expert n'est pas une prédiction précise. C'est un signal d'alerte, une manière de dire que la fenêtre pour s'adapter est en train de se refermer, et que si rien ne change, l'Europe pourrait se retrouver confrontée non pas à une crise qu'elle observe de loin, mais à un conflit qu'elle subit directement sur son propre sol. C'est probablement la partie la plus inconfortable de cette analyse, parce qu'elle ne pointe pas seulement une menace extérieure, mais aussi une forme d'aveuglement intérieur. Depuis des années, une partie des stratégies occidentales repose sur une conviction implicite. Le dialogue, la diplomatie, les signaux d'ouverture finissent toujours par stabiliser les tensions. Invitation à des sommets, canaux de discussion maintenus, gestes symboliques. L'idée, c'est de garder un lien, d'éviter la rupture totale. Sur le principe, c'est logique, mais dans le contexte actuel, cela peut devenir un piège. Pourquoi ? Parce que ces signaux sont parfois interprétés de manière radicalement différente par l'autre camp. Là où l'Europe voit une tentative d'apaisement, un adversaire peut y voir une hésitation, voire une faiblesse. Et dans un rapport de force, la perception compte autant que la réalité. C'est là que se crée un décalage dangereux. D'un côté, des sociétés européennes qui restent profondément marquées par une culture de paix, avec une opinion publique peu préparée à l'idée d'un conflit majeur. De l'autre, des puissances qui raisonnent en termes de puissance, de tests, de pression stratégique. Dans ce contexte, certains gestes diplomatiques peuvent envoyer un message involontaire, celui d'un manque de préparation ou de détermination. Autre point clé, le facteur politique interne. Les démocraties fonctionnent avec des cycles courts, des élections, des débats publics permanents, ce qui rend les décisions stratégiques parfois plus lentes, plus fragmentées. En face, des régimes plus centralisés peuvent agir plus vite, avec une vision de long terme et une capacité à engager des ressources sans les mêmes contraintes. Résultat, un déséquilibre dans le tempo. Et dans une période où la rapidité devient un facteur décisif, ce décalage peut coûter cher. Enfin, il y a ce que certains appellent la fatigue stratégique. Après des décennies de relative stabilité, l'idée même d'un conflit majeur en Europe reste difficile à intégrer pleinement, y compris au sommet des États. On continue à espérer que certaines lignes ne seront jamais franchies. Mais le problème, c'est que l'histoire récente montre exactement l'inverse. Des lignes que l'on pensait infranchissables ont déjà été dépassées. C'est pour cela que l'avertissement est aussi direct. Ne pas confondre gestes diplomatiques et évolution réelle des rapports de force. Ne pas interpréter des signaux de façade comme un changement de stratégie. Et surtout, ne pas attendre que la situation se dégrade davantage pour réagir, parce que dans ce type de configuration, le véritable risque n'est pas seulement d'être attaqué, c'est d'être surpris. Ce que cette analyse met en lumière, au fond, ce n'est pas seulement une menace, c'est un changement d'époque. Pendant des décennies, l'Europe a vécu avec l'idée que la guerre de haute intensité appartenait au passé, que les conflits majeurs se jouaient ailleurs, que la stabilité était, sinon acquise, au moins durable. Aujourd'hui, cette certitude est en train de disparaître. Et c'est précisément ce basculement qui impose une réaction rapide. Parce que le problème n'est pas uniquement militaire, il est global. Il concerne la manière dont on pense la défense, bien sûr, mais aussi l'industrie, la technologie, l'économie et même la psychologie collective. Adapter une armée ne se fait pas en quelques mois. Produire à grande échelle, former, intégrer de nouvelles doctrines, repenser les chaînes de commandement, tout cela prend du temps. Et c'est là que réside l'urgence. Chaque année perdue creuse l'écart entre les menaces qui évoluent rapidement et les capacités qui peinent à suivre. Autre point essentiel, la notion de résilience. Les conflits modernes ne visent plus seulement les armées. Ils touchent les infrastructures, les réseaux, les économies, l'information. Autrement dit, c'est toute la société qui devient une cible potentielle. Se préparer, ce n'est donc pas uniquement renforcer les capacités militaires, c'est aussi anticiper des chocs, protéger les systèmes critiques et être capable de continuer à fonctionner en situation de crise. Et puis, il y a une réalité plus dérangeante encore. Même avec toutes les précautions, toutes les stratégies, toutes les innovations, le risque zéro n'existe pas. L'objectif n'est pas d'éliminer totalement la menace, il est de la rendre dissuasive.
de faire en sorte que le coût d'une agression soit trop élevé pour être tenté, mais pour cela, encore faut-il être crédible. Et la crédibilité ne repose pas sur des intentions, elle repose sur des capacités réelles, visibles, assumées. C'est en ce sens que le délai évoqué, 5 ans, agit comme un compte à rebours. Pas une date exacte, mais une fenêtre. Une période pendant laquelle tout peut encore se jouer. Accélérer l'adaptation, combler les retards, clarifier les stratégies. Parce que si ce virage n'est pas pris maintenant, le risque n'est pas seulement de subir un conflit, c'est de le subir en étant en retard. Et dans un monde où la guerre va plus vite que jamais, arriver en retard peut suffire à perdre avant même d'avoir commencé.